Ravi de vous retrouver pour ce numéro spécial de votre magazine Éco-Débat consacré à l'actualité économique sur le continent. Une actualité dominée par l'agriculture, alors que l'accent est mis ces derniers mois sur le renforcement des politiques agricoles et la transformation des matières premières au plan local. Un secteur semble se démarquer, la filière de l'anacade. Et dans cette édition, nous mettrons l'accent sur les réalités, les enjeux de la filière anacade et les attentes des producteurs, mais surtout les projets à venir ou des propositions de solutions qui pourraient permettre au secteur de véritablement impacter l'économie locale et sous-régionale. Et pour cela, nous en rejoint sur ce plateau M. Soro Penatirgué. Vous êtes le président de l'Association nationale des agriculteurs et coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Et avec nous ici en studio, Madame Koulibaly Miyala Béatrice. Vous êtes productrice d'anacade et vous êtes la présidente de la société coopérative Miyala. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, monsieur, madame, le secteur de l'anacade, on a vu que ces dernières années, il y a vraiment une certaine effervescence autour de ce secteur. Qu'est-ce qui justifie en tout cas ce boom au niveau de la production de l'anacade, au niveau de l'Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire plus précisément? D'abord, merci de nous donner l'occasion d'en parler parce que l'anacade, comme on le dit, c'est quand même 20 régions de production sur les 30. L'anacade, c'est 500 000 producteurs au moins. L'anacade, c'est 9% du PIB. L'anacade, c'est 1,6 million d'hectares. L'anacade, c'est 1 225 000 tonnes par an, les statistiques de 2023. L'anacade, c'est 508 milliards de chiffres distribués aux producteurs. L'anacade, c'est le deuxième produit agricole d'exportation en Côte d'Ivoire. Vous voyez déjà avec ces chiffres et l'étendue de la culture, il y va de soi en disant qu'aujourd'hui l'anacade s'est imposé comme un des produits phares de l'économie ivoirienne. Maintenant, pour ce qui est de l'évolution du boom de ce secteur, d'abord regardez la position géographique de cette production qui s'étend sur toute la partie nord et centre de la Côte d'Ivoire, qui concurrence la même zone géographique que la partie cotonnière. Et quand on regarde la pénibilité du travail du coton, ce sont les mêmes acteurs qui se transforment en cultivateurs d'anacade. Et donc, vous imaginez le courage qu'on demande à un producteur d'anacade, on le demande beaucoup moins à un producteur de coton, on le demande beaucoup moins à un producteur d'anacade. Et l'anacadier s'est positionné comme une culture d'économie pour les populations du Nord. Donc, elles se sont ruées sur la production et nous en sommes arrivés à ces résultats. Alors, Eva, ce résultat, Côte d'Ivoire, on va le dire, premier producteur de noix de cajou au monde. Côte d'Ivoire, premier producteur de cacao. Alors, ces dernières années, est-ce qu'on peut dire que l'agriculture reprend ses droits, le secteur agricole reprend ses droits sur l'économie ivoirienne ces derniers temps? Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit en Côte d'Ivoire, l'économie de notre pays, il est basé sur l'agriculture. Et puis, l'anacade. Bon, il est en train de prendre parce qu'aujourd'hui, l'anacade, on le cultive partout en Côte d'Ivoire. D'accord. Actuellement, l'Ouest même est dedans. Avant, il n'y avait pas d'anacade vraiment, mais aujourd'hui, on trouve l'anacade à Daloa, à Diokoui, à Man, à Danadi, partout en Côte d'Ivoire, sauf à Abidjan. Alors, quand on entend un peu les chiffres que M. Soro vient de donner tout à l'heure, on se dit il y a beaucoup d'argent dans ce secteur, mais les producteurs, est-ce que vous profitez réellement de ces chiffres dont on parle? Les producteurs, c'est eux-mêmes qui sont les plus lésés dans cette histoire. Parce que les gens ne fixent même pas le prix en tenant compte des réalités des producteurs. Cette année comme cela, le gouvernement a fixé le prix à 275. Mais 275, le paysan lui-même, là, toutes ses dépenses jusqu'à la récolte, là, ça dépasse 275. Mais si on vend à 275, lui, il gagne quoi? Dans ce contexte, comment est-ce que vous accompagnez justement ces coopératives, ces agriculteurs à bénéficier de leur production? Comment est-ce que les coûts sont négociés? Non, c'est ce que nous disons tous les jours. La solution du secteur agricole aujourd'hui, sinon les matières premières, c'est la transformation. Comme madame le dit, quand vous prenez le coût de réalisation de production d'un kilogramme de cajou, c'est pas 275.
Mais amener la coopérative à faire une transformation locale de ce produit lui donne de la valeur ajoutée et augmente aussi le potentiel de croissance de cette coopérative. Bien entendu, cette valeur ajoutée aussi rétribuée au niveau des producteurs de la coopérative, ce qui fait que tout le monde gagne dans le prix. Mais en général, ce que nous déplorons, c'est vrai, le prix il est souvent faible, mais c'est le respect même de ce prix qui pose le problème. Parce que même quand elle avance le chiffre de 275 ou bien le chiffre de 300 francs, est-ce qu'en réalité ce chiffre est véritablement respecté sur le terrain? C'est ce que nous observons sur l'ANACAD et qui est très déplorable parce que c'est l'anarchie au niveau de la pratique de ces prix. Le gouvernement fixe un prix et on ne se donne pas les moyens de contrôler ces prix sur le marché. Nous-mêmes, les acteurs, on ne se donne pas les moyens de faire respecter ces prix. Et donc, ce prix indicatif devient un prix où chacun le pratique à souhait, comme il le veut. Et ça, c'est vraiment au grand regret des campagnes d'ANACAD surtout. Alors, permettez-moi de poser cette question. On le voit avec le cacao, quand les prix sont fixés, on voit que certains producteurs, certaines personnes préfèrent passer la frontière pour aller vendre leur production de l'autre côté parce que là-bas, peut-être, c'est mieux rémunéré. Est-ce qu'au niveau de l'ANACAD, on est confronté encore à ce problème? C'est pareil. Parce que les gens trouvent qu'aller vendre ailleurs, ils trouvent mieux. À Bondougou comme ça, ils font partir toute leur production au Ghana. Alors je rappelle à tous ceux qui nous suivent, et quand on parle de Bondougou, c'est une ville à l'est de la Côte d'Ivoire. Donc ces populations... Même au nord, à Korogo, Bundiali, les gens font sortir les produits aussi pour aller au Burkina. Parce que quand on fixe le prix en Côte d'Ivoire, bon, cette année comme ça en Côte d'Ivoire, c'était 275. Les gens prenaient pour aller vendre au Burkina à 350. Vous voyez la différence. Mais quand on regarde tout cela, c'est vrai qu'on a quand même des manques à gagner. Mais est-ce que quand on parle de l'ANACAD, c'est uniquement la noix brute de cajou qui est à valoriser? Est-ce qu'on n'a pas d'autres produits dérivés autour de la noix de cajou qui peuvent permettre de faire monter ces prix? Il y a l'amande de cajou aussi. Il y a les amandes qu'on décortique dans les usines. Là. On trouve l'amande. Et il y a beaucoup de dérivés de l'ANACAD. Hein. Même la pomme, bon, en Côte d'Ivoire, on n'utilise pas la pomme. Mais la pomme aussi, on l'utilise, on peut faire. Il y a beaucoup de choses, les confitures. Il faut les confitures avec. On peut faire la liqueur. Il y a beaucoup de choses. Au moins près de 17 dérivés de l'ANACAD. Mais 17 dérivés. Et pourquoi Est-ce que c'est un manque de moyens, manque d'infrastructures? Pourquoi est-ce que les coopératives, les groupements ne se mettent pas ensemble pour développer ces plus-values? Qu'est-ce qui peut... Bon, ici, là, les gens n'aiment pas trop se mettre en association. Et puis les coopératives aussi n'ont pas les moyens. On n'a pas les moyens. D'abord, nous, la coopérative peut... Nos producteurs, nous prenons quand on fixe les prix, on est obligé de prendre au prix du gouvernement avec nos producteurs. Mais quand nous on vient à Abidjan avec pour livrer là, souvent même tu peux prendre là-bas et puis à Abidjan tu viens, eux ils ne respectent pas les prix que le gouvernement donne. Ils ne respectent pas. Mais nous on ne peut pas aussi aller faire la même chose avec nos producteurs. Donc ce qui fait que des fois quand nous on voit que les prix sont trop bas, nous on se retient un peu pour laisser et puis les producteurs ils restent comme ça et c'est eux mais ils sont livrés à eux-mêmes. Bon, même si tu vas te plaindre, ils vont te demander des preuves. Si tu n'as pas de preuves, tu vas te plaindre chez qui? Quand les gens fixent les prix, ils ne viennent pas, il n'y a même pas quelqu'un sur le terrain pour venir surveiller ces prix-là. Nous, on ne peut pas payer pour tout le monde. Mais il y a des producteurs, il y a des acheteurs qui vont dans les villages. Ils peuvent prendre même le kilogramme à 100 francs. Le paysan, lui, il n'a pas les moyens. Il ne peut pas prendre. Il y a des fois même, il y a des coins où on peut pas, la voiture ne peut pas arriver là-bas. Lui, il arrive là-bas. Si tu as eu un acheteur qui est arrivé là-bas, il te dit 100 francs. Tu ne peux pas faire sortir, tu fais quoi? Tu vas lui donner. Alors, des conditions un peu difficiles, Président, je vous vois en train de bouillir en quelque sorte, mais avant de répondre, je vais vous poser cette question. On le voit par exemple en Côte d'Ivoire avec le Conseil Café-Cacao, il y a une sorte de stabilité, une caisse de stabilité, si je peux le dire ainsi, pour permettre des prix minimum garantis aux paysans pour avoir un prix décent. Est-ce que c'est le cas aussi au niveau de la noix de cajou, où ce système n'est pas encore développé au niveau de cette filière? Non, au niveau de l'ANACAD,
c'est pas ça, parce que le produit lui-même n'est pas coté en bourse. C'est ça. Pour qu'un produit puisse subir les mêmes politiques et effets comme le cacao, il faudrait d'abord que ces produits-là soient cotés en bourse. Ça, c'est pas le cas de l'anacarde. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ces nombreux produits d'utilisation qu'on peut faire de l'anacarde, comme Madame le dit, en Côte d'Ivoire, on a plus de 5000 sociétés coopératives conçues conformément à l'acte uniforme OHADA qui constituent des entreprises. Imaginez un tissu économique social qui peut quand même, qui atteint le niveau de 5000 entreprises. Qu'est-ce qu'il faut? C'est de professionnaliser ces sociétés coopératives, de renforcer leurs capacités, de les former et de leur donner le minimum de moyens de sorte qu'ils puissent accompagner la transformation locale et redistribuer la valeur ajoutée. Moi, je dis souvent, on a peur du mot transformation pour rien, parce qu'on pense que ça nécessite forcément les plus grosses machines, ça nécessite un niveau plus élevé d'investissement. Mais non, mais quand vous prenez 1 kilo de riz paddy, que vous le transformez en riz blanc, c'est un décortiqueur qu'il faut. Et c'est de la transformation, c'est de la valeur ajoutée. C'est pareil pour l'anacarde. Comme elle le dit, vous prenez la pomme d'anacarde, simplement vous enlevez le jus. Ce jus-là peut vous permettre de fabriquer de l'alcool. C'est comme vous prenez le bandit, vous fabriquez de l'alcool. Si vous prenez le jus de la pomme de cajou, vous fabriquez de l'anacarde. Vous prenez même les coques, après avoir enlevé les amandes qu'on paye cher dans les restaurants ou dans les grandes surfaces, allez-y prendre les 100 grammes de noix de cajou. Avec ou sans sel, vous allez voir le prix. Amandes. Les amandes. Et puis, on connaît la proportion de quelle quantité de kilos qu'il faut pour avoir une quantité d'amandes, mais ce n'est rien du tout. Mais qu'est-ce qu'il faut? C'est juste un moyen de pouvoir faire le décortiquage, utiliser soit une main-d'œuvre locale et puis peut-être valoriser. Mais on a tous peur du mot transformation parce qu'on pense que c'est réservé à une classe de personnes qui doivent avoir des grosses structures, qui doivent avoir ceci, cela. J'en parle parce que je suis un exemple du café. Je transforme le café. Voilà, je n'ai pas attendu d'avoir la même structure que Nestlé pour me faire appeler un transformateur de café. Et donc, moi, je pense que les coopératives doivent s'organiser dans les régions et prendre le dessus sur leur propre production. Mais dans le contexte actuel, est-ce que c'est possible? Je veux dire, est-ce que la législation le permet que des groupements aillent à la transformation Oui, il n'y a pas de problème. Parce que généralement, dans l'entendement de tout le monde, en tout cas moi personnellement, comme vous le dites, on s'attend à ce que de gros industriels, de grands industriels viennent bâtir de grosses usines, ça et là, pour la transformation. Donc mais sans tout à l'heure, j'ai vu des machines à la main là. Oui. Ah, mais ça, on peut prendre pour décortiquer. Alors, la question qui me revient, dans cette chaîne de valeur, on nous dit le producteur, il peine à avoir le bon prix. Qui sont ceux qui, je ne peux pas dire profitent, mais qui bénéficient clairement alors de cette filière? Les exportateurs, le gouvernement. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir concilier tout ça? Vous savez, dans une chaîne, on dit le maillon le plus faible, c'est le maillon le plus fort. Ici, le maillon le plus faible, la chaîne, c'est les producteurs. Mais en même temps, c'est le maillon le plus fort parce que non seulement ils ont la production, mais ils sont fragiles vis-à-vis des gros opérateurs qui sont les industriels de la filière et les gros négociants qui ont des fonds importants qui peuvent manipuler le marché comme ils veulent. Ils peuvent attendre à n'importe quel moment que le paysan soit dans des conditions misérables avant de venir leur proposer leur prix où ils n'ont pas le choix. Il y a aussi les conditions de conservation du produit. Quand vous prenez 80% des dépenses d'un producteur, c'est lié au social. C'est lié à la santé, c'est lié à l'éducation, c'est lié à la nourriture, c'est lié à son environnement immédiat. Donc il ne peut pas attendre. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent les moments où, le paysan n'a pas de moyens, non seulement de stockage, mais il n'a pas de moyens pour pouvoir honorer à ses engagements, à ses besoins sociaux. C'est à partir de ce moment qu'on leur fait des propositions. Mais vous n'allez pas accepter, regarder votre femme qui est en attente d'accoucher et dire que vous attendez le meilleur prix. Donc c'est un peu les conditions dans lesquelles à un moment donné le producteur est imposé, qui fait qu'il n'a pas le choix, donc il est obligé de brader. Et on te dit par derrière, on va te payer le produit à tel prix, mais on te donne tel reçu.
Tu es obligé d'accepter, c'est la loi du marché. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il doit pouvoir avoir un regard favorable sur le mouvement coopératif. On a une chance énorme en Côte d'Ivoire qu'on atteint le niveau de 5000 sociétés coopératives. Vous n'allez pas trouver une sous-préfecture où il n'y a pas une coopérative. Vous n'allez pas trouver un département où il n'y a pas de coopérative. Encore moins une région. Ça veut dire quoi? On peut commencer à nous fabriquer des petits champions locaux dans ces régions, dans ces départements, de sorte que déjà on les apprenne à prendre conscience de ce qu'ils peuvent augmenter leur valeur ajoutée. On n'attend pas l'acheteur pour venir augmenter la valeur ajoutée, c'est nous-mêmes. Alors justement, j'allais poser la question tout à l'heure, mais vous avez répondu déjà à ma question. Comment créer des champions locaux justement dans le secteur de l'ANACAD? On a parlé de la conservation. Quelles sont les périodes, quand on parle d'ANACAD en Côte d'Ivoire, quelles sont les périodes de campagne de vente? À partir de quelle période vous faites la campagne est de février, à partir du 15 février où on fixe les prix, jusqu'à fin mai. Ça, c'est la campagne qui est là. Mais bon, on peut aller même, on peut vendre toute l'année, puisque actuellement, il y a encore des produits. Et avec les transformateurs locaux qui se déploient sur le marché, sur le terrain, on va dire, au fur et à mesure, est-ce qu'aujourd'hui, les producteurs arrivent à écouler auprès de ces transformateurs directement, ou bien vous êtes encore obligé d'attendre? Bon. Parce qu'on nous dit dans les chiffres que, par exemple, la Côte d'Ivoire exporte la grande partie de sa production, alors qu'on peut créer plus de valeur ajoutée en transformant sur place, comme vous êtes en train de le dire tout à l'heure. Chaque usine a sa capacité. Donc si nous, on produit plus d'1 million, les usines ne peuvent pas. Il y a des usines qui ne décortiquent que 30 000 tonnes. Il y a d'autres 40 000 tonnes. La plus grande usine, on dirait, c'est 60 000 tonnes. Donc, ce que les usines prennent là, elles ne peuvent pas prendre toute la production. Mais il faut qu'on augmente encore les usines. Justement, en parlant d'augmenter, on a vu le cas de d'autres matières premières qui sont en griffe affectées par les changements climatiques. On voit la pluviométrie tout est déréglé. Est-ce qu'au niveau du secteur de l'ANACAD, on est confronté à ce problème? Et est-ce qu'on n'est pas à même de voir cette production baisser drastiquement dans les années qui viennent? Nous sommes confrontés à ça. Même la preuve, cette année aussi, on n'a pas eu de la production. Je ne suis pas sûr qu'on va atteindre les 1 million 250 qu'il a dit. Parce que cette année, le cajou n'a pas produit. Sur la question, moi je pense que tous les produits agricoles en général sont menacés par le changement climatique. Mais même en particulier les produits tels que l'anacarde, le café, le cacao qui commencent par émettre des fleurs et puis ensuite qui doivent émettre des fruits et amandes, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où ces plantes ont besoin d'eau. Soit de façon raisonnable, si l'eau aussi est en abondance, ça crée un souci. Si ça n'existe pas, c'est un problème. C'est ce qu'on a observé la campagne dernière au niveau du cacao. Donc ça veut dire que avec le réchauffement climatique, le changement climatique, la filière anacarde est véritablement menacée par sa capacité de production. Et aussi, c'est un défi pour le secteur de se maintenir comme un des premiers producteurs toujours au plan mondial. Alors, on a vu, c'est la ruée vers la production d'anacarde ces dernières années. Comme ce fut un temps, et c'est encore toujours le cas, la ruée vers la production d'EVA. Et on nous a dit la plantation d'EVA, il y a des dangers et des conséquences après parce qu'on arrive difficilement à cultiver en dessous de l'EVA. Qu'en est-il de l'anacarde? Est-ce qu'on peut avoir d'autres cultures sous l'anacarde ou quand vous plantez, ça occupe tout l'espace? Non. On peut faire l'igname. On peut faire l'igname en bas des anacardiers. Mais est-ce que ça c'est vulgarisé auprès des populations? Parce que dans l'entendement, on nous dit l'anacarde, c'est une culture industrielle, donc on fait à grande échelle, et les cultures vivrières, même pour nourrir les populations qui produisent cela, on ne retrouve plus ces cultures vivrières. Mais sur 10 plantations d'anacarde, vous allez trouver au moins 8 plantations où il y a l'igname en bas. En fait, ils font comme ils font comme des cultures intercalaires. C'est-à-dire jusqu'à ce que la plantation atteigne une proportion de couverture totale de la surface, on a la possibilité d'insérer des cultures intercalaires telles que le maïs, telles que l'igname,
qui est encore, l'anacardier, je pourrais dire qu'elle est encore plus favorable aux autres cultures que le VA dont on parle. Voilà, parce que le VA, c'est tout un feuillage qui recouvre tout le sol, de sorte que même on n'a pas la chance d'avoir des rayons solaires. Or, dans une plantation d'anacarde, vous avez, si les mesures sont respectées, c'est quand même souvent des espacements de 10 mètres. Donc, vous pouvez facilement mettre des lignames ou bien mettre du maïs en attendant que la plantation grandisse jusqu'à ce que les branches se recouvrent les uns les autres et puis empêcher la culture. Et à partir de ce moment, on passe d'une autre parcelle à une autre. Mais en général, puisque c'est une culture qui se fait en général dans le nord et le centre, les mêmes producteurs de coton, c'est les mêmes producteurs d'anacarde. Et ils ont des systèmes de production qui leur permettent de penser eux-mêmes à leur propre autosuffisance alimentaire. Donc, ils ont des parcelles dédiées à la culture de vivrier et ils ont des parcelles qui sont dédiées à la culture, comme on appelle, des cultures pérennes telles que l'anacarde et le coton. Donc, au demeurant, ils commencent même par la culture du vivrier en plantant les anacardiers jusqu'à ce que le développement des anacardiers empêche le développement des autres cultures comme on appelle vivrières. Donc c'est pas une culture qui est totalement fermée à la culture vivrière ou aux cultures intercalaires par rapport aux autres cultures qu'on connaît comme le cacao, comme le café et puis même le VA. Sinon, l'anacardier est quand même beaucoup plus favorable à d'autres cultures de cohabitation. Justement, l'anacardier, il peut durer jusqu'à combien de temps d'existence? Pendant combien d'années est-ce qu'on peut exploiter sa plantation? Et puis, je me permets de poser une autre question. Quand on voit un peu tout ce qui est développement actuellement, on voit augmenter le rendement avec des produits chimiques ou des techniques. Est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, on a la possibilité d'augmenter davantage les rendements d'anacarde sur de petites parcelles? Bien sûr. Mais il ne faut pas utiliser n'importe quel produit chimique. Mais si les produits chimiques aussi qui détruisent le sol agissent aussi sur la production. Mais si c'est des produits bio, les engrais bio, là, ça peut augmenter la production. Et on a jusqu'à combien de temps comme ça d'exploitation d'une plantation? Plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Oui. Est-ce que sur même l'anacardier, qu'est-ce que je voulais dire, la période économique, c'est 30 ans. Vous pouvez exploiter, mais toute culture reste la question d'entretien, la question du traitement phyto, la question d'apport d'engrais. Mais à l'origine, comme j'ai dit, l'anacardier, c'était pas fait déjà, c'était pas introduit dans une optique de développement économique. C'était d'abord pour lutter contre la déforestation. Donc, c'est une plante dans les régions nord, si c'est pas ces dernières années, qui était considérée comme une plante sauvage. Voilà, ça fait que même les gens n'avaient pas de programme d'entretien des plantations, de traitement phytosanitaire. Bon, l'anacardier est dans la nature, elle est dans la brousse. Et puis bon, quand on a commencé à donner de la valeur aux produits, c'est comme ça que les villageois ont commencé effectivement à faire. Mais l'esprit est encore dans la tête que c'est une culture qui est un peu sauvage. Donc, l'entretien, ce n'est pas trop ça. Donc, quand vous n'entretenez pas une plantation, elle ne peut pas vous donner les résultats que vous souhaitez. Et donc, de 30 ans de vie économique, vous voyez des parcelles d'anacardier. À 10 ans, vous avez l'impression qu'elles ont déjà 30 ans parce que le producteur ne vient là lorsqu'il s'agit de ramasser les amandes. En temps, il y a tout un travail d'apport d'engrais, de traitement phytosanitaire qu'il faut faire avant d'avoir le rendement escompté. Alors, l'anacarde ou la noix de cajou, on le comprend bien, c'est vraiment une aubaine économique. Mais si on devait retenir 2 ou 3 choses importantes pour le développement de ce secteur? C'est vrai qu'on a parlé de conservation et autres. Qu'est-ce qu'il faudrait pour permettre à ce secteur de véritablement impacter l'économie locale? D'abord, il faut maîtriser la production. Tout comme cela s'est fait dans le cacao. À un moment donné, nous avons stoppé la production du cacao pour faire remonter le marché. Et vous avez vu ces derniers temps, ce qui a flambé les prix du marché du cacao, c'est le fait que la Côte d'Ivoire, en tant que premier pays producteur, a freiné la production. Voilà, pour juguler la relation de l'offre et la demande. Aujourd'hui, l'anacarde est parti de façon galopante. Nous sommes à 1 250 000 tonnes. Et par derrière, il n'y a pas la prise en charge. Donc, il faut multiplier les usines de transformation locales. Il faut renforcer les capacités des coopératives pour qu'elles puissent prendre une partie de la production.
relever le défi du financement des transformateurs locaux, parce que tout compte fait, ce qu'on dit, quand même vous avez une capacité de 1000 tonnes et que vous n'avez pas les moyens de stocker, elle vous dit tout à l'heure que la campagne c'est sur 3-4 mois, donc quelqu'un qui doit transformer sur 12 mois, ça dit qu'il doit être capable de stocker sa production annuelle sur 12 mois, quand il n'a pas les moyens, il ne peut pas. Donc les unités de transformation locale tournent au 1/3 de leur capacité réelle. Donc renforcer les unités sur place, leur trouver les moyens de faire du stockage de la matière première et faire en sorte que la production soit limitée. Nous pensons que c'est ce qui peut contribuer à régulariser, à faire retourner la vapeur au profit des producteurs. Au profit des producteurs, messieurs, madame, c'est malheureusement ici que nous allons mettre un terme à cette émission. Je sais que vous avez encore beaucoup de choses à dire pour comment révolutionner ou développer davantage ce secteur, mais c'est ici que s'arrête cette émission. Merci en tout cas pour vos contributions. Je rappelle que nous étions avec madame Koulibaly Miyala Béatrice. Vous êtes présidente de la société coopérative Miyala et productrice de notre cajou, et avec nous monsieur Soropé Natirgué, il est le président de l'association nationale des agriculteurs et coopératives agricoles de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, vous pourrez retrouver cette émission sur notre site internet www.mediantv.com. Agréable suite de programme sur nos antennes.